ici. Bonjour Najat, merci d'avoir répondu présent à notre podcast Femmes inspirantes, femmes puissantes. Aujourd'hui, au-delà d'une amie, je reçois la grande maître du multilatéral, la déléguée des Nations Unies, qui joue dans le dernier carré. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui vous êtes devenue une femme puissante? Je ne sais pas si je suis une femme puissante, très honnêtement, parce que puissance me dérange un peu, personnellement. Ça ne m'étonnait pas. Parce que être puissant, c'est qu'est-ce qu'on fait de. D'abord, qu'est-ce qu'on définit comme puissance? Et deuxième point, c'est être puissant pourquoi? Et moi, je me vois plus comme une idéaliste. Je me vois plus comme une femme qui croit à une cause et qui est prête à mettre tout ce qu'elle peut pour y arriver. Et je pense qu'on est plus dans. C'est pas intentionnel, c'est tout simplement y croire. Et je pense que je suis une femme passionnée. Des fois, je me définis comme une crazy woman parce que je connais pas les limites. Et je veux dire, surtout quand on touche à des causes comme celle des enfants. Donc, est-ce que je suis puissante? Ça dépend si on parle de la femme ou de la position. Et c'est pas la même chose. Et ce qui est très important, c'est que vous êtes dans une position à ce niveau, vous pouvez influencer. Et ça, c'est capital. C'est influencer les décisions qui vont impacter la vie des personnes. Donc là, oui, mais je ne me vois pas comme une femme puissante. J'ai pas les chevilles qui ont gonflé. Et je pense qu'elles ne gonfleront pas. Mais je me vois plus dans j'y crois. Est-ce que je suis inspirante? Est-ce que je suis puissante? Je pense que c'est aux autres de le dire. Mais c'est comment on utilise ce qu'on a et une position pour défendre ses principes et ses valeurs. Et ça, c'est si on définit la puissance. Si c'est pour avoir une puissance, il y a des puissances dictatoriales, hein, donc c'est clair. Ce que je veux? Non, c'est pas ce que je veux. Je savais que ce mot allait titiller un petit peu, mais c'est pour ça que je voulais démarrer par ce mot qui, effectivement, on pourrait penser qu'il va à l'antipode de Najat Mujid, mais comment, si on devait faire maintenant le parallèle avec la puissance de la fonction aujourd'hui, je reçois la représentante spéciale du secrétaire général sur la violence à l'égard des enfants. Donc, quand on regarde le prisme et la position, on ne peut pas ne pas dire qu'il y a derrière, peut-être au-delà de la puissance, un pouvoir. Comment une femme qui vient du monde associatif se retrouve, on va dire, dans le dernier carré du multilatéral à New York pour officier sur un sujet qui vous tient à cœur? Concrètement, comment on s'approprie, comment on devient un acteur du multilatéral en venant de l'associatif et en ayant le parcours que vous avez eu? Je sais pas, moi j'ai un parcours très atypique, hein, donc il ne faut pas l'oublier. Je suis pédiatre de formation et puis ce qui m'a toujours motivée, c'est que je ne supporte pas, mais alors qui me sort de mes gonds, c'est la justice sociale, c'est ce qu'on appelle en arabe le hogara. Et ça, c'est quelque chose. Alors quand ça touche les enfants et de par ma fonction, ça c'est clair. Donc j'ai commencé chez moi, au Maroc, donc ne pas accepter d'enfants vivant en situation de rue, ne pas accepter des enfants abandonnés dans des institutions, ne pas accepter le fait que des enfants soient placés en prison, ne pas accepter que les enfants payent le prix cassé au nom de la pauvreté, au nom des traditions qui ne sortent pas les trous de narine, parce que c'est injustifiable. Donc, effectivement, il y a deux solutions. Et ça, franchement, c'est deux. C'est où s'asseoir sur, parce que j'étais pédiatre, hein, je dirigeais une clinique, donc j'aurais pu m'asseoir dans mon fauteuil confortable et critiquer le système. Moi, j'ai choisi de critiquer le système en agissant. Parce qu'on ne peut pas être parallèle au système et le critiquer. On en fait partie. Donc, et montrer que c'est possible. Montrer que c'est possible. Et que c'est pas parce qu'on est un pays en voie de développement ou un pays qui a des traditions ou un pays qui est régi par une religion, etc., etc. Donc, moi, je pense que c'est possible. C'est tout simplement foncer. Foncer une pêche. Hein. Donc, on a droit à l'erreur parce que on n'est pas payé pour ça, on le fait pas. Oser, donc. Oser. Il n'y a pas de limite. Vous ne pouvez pas rencontrer un enfant en difficulté, discuter avec lui, dire bye bye, écoute, je vais réfléchir. Non, vous êtes engagé, c'est un engagement. Et un engagement, il y a une réponse. Ou on s'engage pas. Est-ce qu'il y avait de l'ambition? Parce qu'on parle toujours des. Les gens ont du mal à comprendre qu'on peut être très engagé et se retrouver à un moment donné dans sa vie professionnelle, dans une fonction comme ça. Est-ce que c'est quelque chose, vous avez parlé du mot, est-ce qu'il y avait une ambition de se retrouver? Non. Donc, très honnêtement, non. Ma vie n'a jamais été un parcours Céline, hein, clairement, honnêtement. Moi-même, quand on m'a sollicité, je me suis dit que c'était une erreur de casting, parce que vu mon profil qui est très anti-protocole et anti-diplomate,
Je pensais que, franchement, c'était... Donc vous êtes fait coacher pour non, vous adapter ou ils se sont adaptés à vous? C'est le système qui s'est adapté à vous? Du tout. Et puis c'est génial parce que quand j'entends, mais c'est drôle, vous n'avez pas le profil des UN. Ben ouais, je ne sais pas ce que c'est le profil des UN. Les valeurs, je les ai, parce que c'est les valeurs des droits de l'homme. Donc vous représentez on va dire, la diversité dans les Nations Unies. Oui, je pense que oui. Et je pense aussi qu'il y a une volonté au niveau des Nations Unies aussi d'avoir des gens qui ne sont pas dans le moule. Qui sont pas dans le moule. Parce qu'il faut secouer les cocotiers, secouer les pruniers, secouer les palmiers pour faire que les choses changent et rappeler que ce n'est pas une boîte qui produit des guidances, des outils, des résolutions, mais qu'il y a des vies humaines. Et que notre première mission, c'est quand même les vies humaines, et entre autres les enfants. Donc, à quoi sert une représentante spéciale du secrétaire général à l'égard de la violence des enfants? Concrètement, c'est quoi cette mission? Est-ce que ça fait maintenant plus d'1 an que vous... 5 ans. La 5e année. Non, mais vous êtes représentante officielle depuis 5 ans. Oui, le 1er juillet 2019. Ah, bah donc 5 ans, ça se fait. Donc voilà, donc il y a un bilan. Bah voilà, donc même ici, je pense que monsieur tout le monde ne voit pas peut-être la profondeur et tout ce que fait aujourd'hui Najat Mjid en tant qu'ambassadrice un peu, que vous le voulez ou non. Donc vous êtes aujourd'hui une porte-voix peut-être de l'Afrique, du Maroc, de la femme, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on fait de concret au niveau des Nations Unies sur cette thématique? Et quelle est la touche aujourd'hui? Quelle est la singularité de Najat Mjid dans cette forme? Qu'est-ce que vous faites, que vous pensez, que vous avez ramené, qui n'existait pas avant vous, qui fait qu'il y a aujourd'hui la touche Najat Mjid? Alors, d'abord, il y a des termes de référence qui encadrent ça. Hein. Donc, pour moi, c'est très important de comprendre quel est le cadre. Hein. Donc, parce que pour moi, ce qui est capital, c'est rendre des comptes, être transparent. Je fais quoi? D'accord. Alors, on peut en parler de la violence, hein, parce que juste le titre, c'est toutes les violences. Et toutes les violences, elles sont énormes. Hein. Et elles arrivent dans tous les lieux. Elles sont en ligne, hors ligne. La violence, elle peut être physique, sexuelle, mentale. Il y a l'exploitation, il y a la traite, il y a la torture, l'emprisonnement. La liste est longue de tous les enfants dans le monde entier, sachant que les enfants sont, en fonction de la Convention des droits de l'enfant, c'est le moins de 18 ans. Donc les mineurs, de toute façon générale, c'est tous les enfants. Donc c'est énorme. L'autre point, moi, quand je suis arrivée le 1er juillet 2019, 5 mois avant la pandémie. Ouais, c'est vrai qu'on l'oublie, c'est pour ça que ça passait vite, parce qu'il y avait la pandémie qui a tout arrêté. La pandémie, elle n'a pas arrêté, elle a exacerbé les violences. Oui, c'est ça, là, plutôt. Et donc elle a montré l'importance d'investir dans la protection des enfants et dans leur bien-être. Donc qu'est-ce que je fais de manière différente? Parce qu'il faut que vous sachiez qu'il y a eu une étude globale, mondiale, donc, qui a été faite sur la violence à l'égard des enfants en 2006, qui a été lancée. Et donc ce poste a été créé après cette étude pour suivre les recommandations, lesquelles recommandations sont toujours d'actualité, hein, à ce jour. Hein. Après, il y a eu l'agenda 2030. Exactement. Et l'agenda 2030, il y a beaucoup d'objectifs de développement qui sont spécifiques à certaines formes de violence, mais il y a aussi tous les autres ODD qui sont ou les facteurs de poussée ou les facteurs de protection. Donc c'est tout le package. Et puis il y a eu, quand je suis arrivée en 2019, le lancement de l'étude globale sur les enfants privés de liberté. C'est-à-dire les enfants en institution, les enfants en prison, les enfants associés aux groupes extrémistes, tous ces volets-là. Les enfants migrants détenus, parce qu'il y a beaucoup de détention. Donc là aussi, mon mandat était... Alors donc, quand vous prenez tout ça, il y a deux façons de faire. C'est où vous continuez à faire, et c'est un mandat qui se veut un mandat de mobilisation indépendant. Donc c'est comment pousser les États membres des Nations Unies à faire en sorte que la protection des enfants devienne une priorité, mais une priorité pas uniquement dans le slogan et le blablabla, parce que tout le monde... Dans les faits, sur le terrain. Dans les faits, c'est pas uniquement un super texte de loi ou une super politique bien écrite qui met 5 ans pour être écrite et 25 ans pour être mise en œuvre et encore. Donc c'était comment on l'a traduit en concret, comment les services arrivent aux enfants, comment les enfants arrivent aux services et comment les enfants les plus vulnérables, ceux qui sont pas visibles, ceux qui sont oubliés, y ont accès. Donc mon mandat, moi, je fais beaucoup de visites pays. Je travaille beaucoup avec, pas que les États, bien sûr, les États, les partenaires, les enfants, les communautés religieuses, aller visiter sur le terrain, bien comprendre, aller voir les enfants là où ils sont et faire en sorte aussi que leur voix et leurs préoccupations sont prises en compte. Le deuxième point qui est important pour moi, et là je reviens, c'était de montrer, parce qu'on est en face d'une crise mondiale énorme actuellement, que ce soit au niveau des guerres, au niveau de la paix, la crise alimentaire, la sécurité, il y a de tout. Donc les enfants payent les pots cassés.
C'était aussi de montrer que c'était un investissement, avec un retour sur économie. Oui, et important. ça, c'est important, un retour sur investissement majeur. Donc, on a fait le coût de la non-action et le coût de la violence, qui est quand même 8% du produit national brut global. Donc l'impact est de 8% si globalement. Et si, ça c'est uniquement la violence, le coût direct. Mais si vous touchez le coût indirect, et c'est sur le coût santé mentale, sur le coût apprentissage et sur le coût productivité, j'adore parce qu'on parle tous d'investissement et de capital humain, c'est 393 trillions de dollars par an qui sont perdus aujourd'hui à cause de ça. Alors, si on agit en amont, si on est dans la prévention proactive, et réellement dynamique, et on touche tous les facteurs, on gagne. On fait cette économie. Donc, et moi, ce que j'ai choisi, c'est que le mandat soit vu comme un outil, et pas à produire uniquement des papiers, mais à appuyer les États et les partenaires à avancer. Et clairement, honnêtement, c'est la touche qu'on a. Donc, les États sont acteurs et vous êtes en appui, en support. On appuie et pousser et interpeller, faire en sorte qu'il y ait des échanges, donner la voix à ceux qui ne sont pas entendus. Un deuxième point qu'a apporté le mandat, parce que pour moi c'est capital, c'est que les enfants sont partie prenante de la solution. C'est pas uniquement des récipiendaires de services passifs en attendant les pauvres. Donc c'est aussi les avoir à votre. Donc c'est-à-dire dans la manière de faire quand vous êtes dans des pays, vous arrivez, si on prend par exemple le cas du Maroc, il y a Beiti, on arrive à faire en sorte que ces enfants soient auditionnés ou puissent participer pour donner un peu le retour. Donc c'est cette singularité qu'il n'y avait pas avant qu'on retrouve maintenant, qui fait que, est-ce qu'il y a aujourd'hui des choses concrètes, c'est-à-dire qu'on dit, bah tiens, grâce à ce type d'initiative, bah on a fait peut-être passer un texte de loi où on a arrêté tel dispositif. Est-ce qu'il y a des exemples que vous pouvez partager Alors, je peux donner, il y a beaucoup d'exemples. Il y a bien sûr les textes de loi, mais moi je suis très... J'ai compris ça, c'est pour ça que... Parce que moi les textes de loi n'ont de mérite d'être que si la justice est effective et qu'elle est accessible, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Donc moi, quand on me dit on a fait un texte de loi, c'est sublime. Mais alors, c'est beau. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait comment on a accès à la justice? Quels sont les services que ça impose? Ça, c'est un point. Le deuxième point, il y a aussi des actions. Par exemple, moi, je suis très fatiguée. La touche qu'on a amenée, c'est que la protection de leur enfant, leur bien-être, et quand je parle de la protection administrative, et juridique, et sociale, et environnementale, il y a tout. Elle fait partie prenante des plans de développement des pays. Pas uniquement au niveau national, mais au niveau territorial. Parce que tant qu'on a ces systèmes parallèles, ça ne marchera jamais. Et les systèmes parallèles sont tributaires des donateurs. L'autre point sur lequel je me bats, c'est que ça ne doit pas être dirigé par une approche donateur. Parce que c'est la seule chose pour que ça perdure et que ça reste pas des projets. À chaque fois, on a un projet pilote qu'on attend et qu'on le... Transférer les compétences et personnaliser et responsabiliser. Et l'absorber, quoi. C'est ça, responsabiliser, s'approprier. L'autre point qui est capital, c'est pas uniquement en bâtiment et en dur ou en équipement. C'est le capital humain. C'est toute la qualité des travailleurs sociaux, des enseignants, des policiers, des juges. Comment ce circuit est bien fait. Cette chaîne de valeur contribue à faire avancer les choses. Donc, sur ces enfants, donc, est-ce qu'il y a un point de différenciation quand on est un peu mineur émancipé? Est-ce qu'entre 16 et 18 ans, il y a des points de vigilance un peu différents? Parce que c'est vrai qu'on dit toujours que dans certains pays, à partir de 16 ans, ben, on devient, entre guillemets, un majeur sans le dire. Et donc, est-ce qu'il y a des protections différentes quand on est entre 16 et 18 ans? Ou est-ce que le cadre global, c'est quasiment tout le monde est dans le même sac? Est-ce qu'il y a une nuance et si elle est là? Parce que c'est quand même très souvent des jeunes qui peuvent être considérés comme, on va dire, des adultes, mais qui n'ont pas la capacité juridique. Là, tu poses la question de la définition d'enfant et de jeune. C'est ça.